Dans cet exercice, on se donne A, un endomorphisme de R4 canoniquement associé à la matrice suivante. On vous demande de donner une base de l'image de A et une base du noyau de A, de montrer que l'image de A est stable par l'application A, puis, étant donné que phi est l'application A restreinte à l'image de A, donner la matrice de phi dans une base de l'image de A, et enfin, montrer que la matrice A est semblable à la matrice suivante. Allez, on va commencer par la première question. On voit que le but de l'exercice, c'est de construire une base dans laquelle la matrice de l'endomorphisme A est très simple, puisque constituée de blocs de zéros et de quelques coefficients non nuls. Alors on va commencer par déterminer une base de l'image de A, et pour ça, on va écrire la légende de cette matrice. On nous dit que l'endomorphisme A est l'endomorphisme de R4 canoniquement associé à la matrice A. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les colonnes de cette matrice représentent les images des vecteurs de la base canonique de R4, base canonique de R4 que j'ai notée E1, E2, E3, E4. Alors maintenant qu'on a bien légendé notre matrice, on peut rentrer dans les réponses aux questions. Déjà, on récite le cours, notre application linéaire, elle est entièrement déterminée par l'image d'une base, ce qui va nous permettre d'écrire que l'image de A est l'espace vectoriel engendré par l'image des 4 vecteurs de la base canonique. Or, dans ce système générateur, on va pouvoir apporter des simplifications. Puisque le vecteur A de E4 est égal au vecteur A de E1, on peut supprimer A de E4 du système générateur, et comme A de E3 est égal à A de E2, on peut supprimer le vecteur A de E3 du système générateur. Donc on se ramène à un système générateur avec simplement 2 vecteurs. On peut donc remplacer le vecteur A de E1 et le vecteur A de E2 par leurs expressions. On obtient, puisqu'on travaille dans la base canonique, on peut écrire les vecteurs sous cette forme-là. Le premier vecteur et le second. Donc voilà une base de l'image. Donc on obtient une famille génératrice de l'image de A. Voilà le premier vecteur de la famille génératrice. Et voilà le second vecteur de notre famille génératrice. On peut aussi constater que ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels. Donc la famille ε1, ε2 est aussi une famille libre. La famille ε1, ε2 est libre et génératrice de l'image de A. C'est donc une base de l'image de A. Passons maintenant au noyau de cette application linéaire. On va maintenant réinvestir ce qui nous avait permis de simplifier cette famille génératrice, puisque on a écrit que A de E4 est égal à A de E1, ce qui nous avait permis de chasser le vecteur A de E4 de la famille génératrice de l'image. Or, ceci peut s'écrire A de E1 moins E4 est égal à 0 par linéarité de A. On récupère donc que le vecteur E1 moins E4 est donc un vecteur du noyau de l'application linéaire A. Si on fait de même avec la deuxième relation, on obtient que le vecteur A de E2 moins A de E3 est aussi un vecteur qui est dans le noyau de A. Si on pose U1 est égal à E1 moins E4 et U2 va être égal à E2 moins E3, on obtient, puisque ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels, E1, E2, deux vecteurs du noyau de A. Or, si on fait maintenant intervenir la formule du rang, on sait que la dimension de l'espace vectoriel de départ, qui est de dimension finie R4, est égale au rang de l'application linéaire A plus la dimension du noyau de A, ce qui permet de dire que la dimension du noyau de A est égale à 4 moins le rang de A2 est égal à 2. Cela permet de voir que la famille libre à 2 éléments de vecteurs du noyau de A est donc une base du noyau de A, puisqu'on a trouvé une famille libre qui avait le bon gabarit. Bilan. La famille ε1, ε2 trouvée là-haut est une base de l'image de A. La famille U1, U2 est une base du noyau de A. On nous demande maintenant de montrer que l'image de A est stable par A. Alors, cette propriété, elle est toujours vraie, puisque si vous prenez A de l'image de A, vous obtenez par définition que c'est A de R4, puisque l'image de A, c'est l'image de tous les vecteurs de l'espace vectoriel de départ, c'est-à-dire c'est A2 de R4, c'est donc l'image de A carré. Donc on a déjà cette relation-là. Or, il est bien connu que tout vecteur de l'image de A carré est un vecteur de l'image de A. On obtient donc que l'image de A est égale à l'image de A rond A, qui est inclus dans l'image de A. C'est une inclusion universelle, on peut la faire oralement. Si on prend un vecteur qui est dans l'image de A rond A, il existe un vecteur x tel que ce vecteur s'écrive A rond A de x, donc A de A de x, qui est bien un vecteur de l'image de A, c'est réglé.
Cela va nous permettre de rentrer dans la question 3, puisque l'application phi qui est définie comme étant la restriction de A à l'image de A, on peut dire, grâce à cette question-là, que cela induit un endomorphisme de l'image de A, puisque la restriction de A à l'image de phi est une application linéaire, puisque A est linéaire. Comme elle est définie dans l'image de A et à valeur dans l'image de A, elle induit bien un endomorphisme de l'image de A. Donc on va maintenant calculer la matrice de phi dans une base de l'image de A. Pour ça, on va reprendre les vecteurs de la base qu'on avait considérée, c'est la base epsilon 1, epsilon 2, et on va construire la matrice de phi dans cette base. La première chose à faire, c'est de voir la taille de la matrice. Comme c'est un endomorphisme, c'est une matrice carrée. Et comme l'espace vectoriel de départ est de dimension 2, cette matrice aura nécessairement 2 colonnes. Donc si on écrit la légende de la matrice, on va avoir une première colonne qui va avoir la décomposition de phi de epsilon 1, une deuxième colonne qui va être la décomposition de phi de epsilon 2, et tout cela va se faire dans la base epsilon 1, epsilon 2. On va donc obtenir une matrice de 2. Pour pouvoir remplir ce tableau matriciel, il nous faut calculer phi de epsilon 1 et phi de epsilon 2, et écrire ces vecteurs-là comme combinaison linéaire des vecteurs epsilon 1 et epsilon 2. Comme phi de epsilon 1 est égal à A de epsilon 1, on va calculer A de epsilon 1. Or, A de epsilon 1, pour le calculer, je vais utiliser la matrice de l'endomorphisme A. En effet, on dispose de la matrice de A dans la base canonique, et on dispose du vecteur epsilon 1 dans la base canonique. Pour récupérer le vecteur A de epsilon 1, il nous suffit de multiplier la matrice A par la matrice de epsilon 1 dans la base canonique. On récupère donc comme coordonnées 4, 2, 2, 4. Donc on obtient ici les coordonnées du vecteur A de epsilon 1, mais attention, les coordonnées dans la base canonique. On fait de même avec le vecteur epsilon 2, on calcule son image par l'application A, donc il suffit de multiplier la matrice A par la matrice de ce vecteur. On va récupérer ici le vecteur de coordonnées 2, 2, 2, 2. Donc attention ici, les coordonnées de A de epsilon 1 et de A de epsilon 2 sont exprimées dans la base canonique. Or nous, il faut qu'on les exprime dans la base epsilon 1, epsilon 2. Or, il est très facile de décomposer ces vecteurs. Déjà, on voit que le vecteur A de epsilon 2, il se décompose tout simplement comme 2 fois le vecteur epsilon 1, et le vecteur A de epsilon 1, que je lis ici, il s'écrit simplement 2 fois le vecteur epsilon 2 plus 2 fois le vecteur epsilon 1. Or, comme phi est la restriction de A à l'image de A, ceci est également phi de epsilon 2, et ceci est également phi de epsilon 1. On peut donc remplir notre tableau matriciel. Phi de epsilon 1, c'est 2 epsilon 1 plus 2 epsilon 2, et phi de epsilon 2, c'est 2 epsilon 1 plus 0 fois epsilon 2. On vient donc de récupérer la matrice de phi dans la base epsilon 1, epsilon 2. Il faut faire très attention à l'endroit où sont décomposés les vecteurs et bien faire la légende du tableau matriciel pour être certain de ne pas se tromper. Pour la quatrième question, on nous demande de montrer que la matrice A est semblable à la matrice B suivante. Alors on sait que deux matrices sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme, donc ici l'endomorphisme A, dans deux bases différentes. Donc on va formuler notre objectif. Nous savons que la matrice A est la matrice de l'endomorphisme petit a dans la base canonique. On va tout de suite dire que la matrice B est semblable à A, si et seulement si, c'est une caractérisation du cours, il existe une base B de R4, dans laquelle B est la matrice de A dans la base B. Puisque deux matrices sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme dans des bases différentes. Donc pour démontrer que la matrice B est semblable à la matrice A, il va falloir construire une base dans laquelle la matrice de A est cette matrice-là. On voit tout de suite que les deux vecteurs qui sont ici seront des vecteurs qui seront dans le noyau, et les vecteurs qui sont ici vont nous permettre de générer l'image. Ce qui paraît donc naturel, c'est d'essayer de voir si en concaténant la base de l'image et la base du noyau, on ne récupère pas par hasard une base de l'espace vectoriel R4 qui sera probablement adaptée à cette matrice. Posons donc, pour vecteurs de notre base B, les deux premiers vecteurs U1 et U2 du noyau de l'application A, puis
les vecteurs epsilon 1, epsilon 2 de notre image. Cette famille contient 4 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 4. On en déduit que B est une base de R4. Si et seulement si, B est libre. Pour montrer la liberté, on va donc se donner 4 scalaires réels, tels que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma epsilon 1 plus delta epsilon 2 est égal au vecteur nul de R4. Là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Soit on décompose et on utilise les coordonnées de ces vecteurs dans la base canonique de R4 pour obtenir un système de 4 équations à 4 inconnus, système linéaire homogène. Soit on utilise la spécificité des vecteurs qu'on a pris dans notre base. Notamment le fait que U1 et U2 sont des vecteurs du noyau de A. Donc ça paraît assez légitime d'appliquer A, puisque ça va nous faire disparaître 2 des vecteurs sur 4 dans cette expression. Puisque alpha U2 est nul, puisque U1 est un vecteur du noyau, A de U2 est nul, puisque U2 est un vecteur du noyau de A, il va juste nous rester gamma A de epsilon 1 plus delta A de epsilon 2 est égal à A de 0 est égal à 0. Or, le vecteur A de epsilon 1 est égal à 2 epsilon 1 plus 2 epsilon 2 et le vecteur A de epsilon 2 est égal à 2 epsilon 1. Donc on peut ici réécrire ce terme-là dans la famille epsilon 1, epsilon 2. On va récupérer 2 gamma plus delta fois epsilon 1 plus 2 gamma epsilon 2 est égal au vecteur nul de R4. Or, comme la famille epsilon 1, epsilon 2 est une base de l'image, c'est une famille libre, on obtient donc que les scalaires qui sont associés à ces vecteurs sont nuls, et gamma est donc un scalaire nul, et gamma plus delta est donc aussi égal à 0. Donc, on récupère que gamma est égal à delta est égal à 0. Si on revient maintenant à notre expression, cette expression-là, maintenant qu'on a montré que les 2 derniers scalaires sont nuls, devient alpha U1 plus bêta U2 est égal à 0. Or, comme la famille U1, U2 est une famille libre, on récupère que alpha est égal à bêta est égal à 0. On a donc pris une combinaison linéaire nulle de ces 4 vecteurs, on a montré que les 4 scalaires qui interviennent dans cette combinaison sont nuls, on obtient donc que la famille B est bien une famille libre, or on avait déjà dit qu'elle était libre si et seulement si elle était base de R4. On obtient donc une base de R4. Il reste à voir maintenant si ce qu'on avait intuité était bon. Est-ce que la matrice de A dans la base B a bien la forme souhaitée? Au vu de ce qu'on a récupéré dans les questions précédentes, c'est du gâteau. Par construction, A de U1 est égal à 0, donc sa décomposition dans la base qu'on a obtenue nous donne 4 zéros. U2 est un vecteur du noyau, donc A de U2 est égal à 0, sa décomposition dans la base a 4 coordonnées nulles. A de epsilon 1, on sait que c'est 2 epsilon 1 plus 2 epsilon 2, donc c'est 0U1 plus 0U2 plus 2 epsilon 1 plus 2 epsilon 2. Et A de epsilon 2 est égal à 2 epsilon 1, donc c'est 0U1 plus 0U2 plus 2 epsilon 1 plus 0 epsilon 2. On vient donc de trouver une base de R4 dans laquelle la matrice de A est égale à la matrice B. On vient de montrer que la matrice A et la matrice B représentent le même endomorphisme de R4 dans 2 bases différentes. Les 2 matrices sont donc bien semblables.